Ravi de démarrer ce nouvel épisode avec toi, Juliette. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à tous dans The Big Shift pour un nouvel épisode. Un épisode un peu particulier parce que ce mois-ci, en mars, alors j'ai un peu de retard là-dessus, mais c'était le mois du podcaston. On est un peu plus de 200 podcasteurs à s'être mis d'accord pour mettre en avant des associations sur ce mois de mars. Et alors moi, j'ai choisi de vous parler de Zero Waste France et puis de vous parler du sujet des déchets et de notre rapport aux déchets et de comment est-ce qu'on peut faire pour les limiter jusqu'à arriver à une démarche zéro déchet et comprendre ce que c'est. Et donc pour ça, j'ai la meilleure personne pour en parler, c'est Juliette Franquet, qui est la directrice générale de Zero Waste France depuis 2020, mais t'es dans le déchet game depuis un peu plus longtemps que ça. Écoute, pour commencer, je te propose de te présenter assez rapidement. Je m'appelle Juliette Franquet, je suis actuellement directrice de Zero Waste France. J'ai bientôt 40 ans et j'aime toujours rappeler que le mot waste, c'est à la fois les déchets et les gaspillages. C'est vrai. Et du coup, notre lutte, c'est vraiment de réduire les déchets et du coup le gaspillage des ressources, parce que le déchet, c'est la fin de chaîne. Et en fait, notre but, c'est vraiment de penser l'ensemble de ce qu'on appelle le cycle de vie du produit pour réduire les impacts environnementaux de nos modes de production d'une manière générale. Ok, très clair. D'un point de vue un peu perso, ce serait quoi, toi, ton rapport au zéro déchet et comment est-ce que tu t'es retrouvée à travailler sur ces thématiques? Il y a toujours plusieurs manières de raconter une histoire. On veut la Ma plus belle mère histoire, raconte toujours le père l'histoire Castor. de la plus belle histoire, la plus incarnée. Non, c'est ma mère qui me l'a rappelé quand j'ai commencé à travailler dans les déchets, que on habitait dans un immeuble HLM, il y avait un vide-ordures et le jour où ils ont mis des bacs poubelles en bas et que du coup ça demandait un effort supplémentaire de distinguer les différents déchets et de les mettre dans les différentes poubelles, je faisais la police dans la maison en mettant des petites affichettes partout. Et ça, je pense que j'avais 12 ans et elle me l'a rappelé, je pense 20 ans plus tard. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs manières de raconter l'histoire, parce que moi, instinctivement, j'aurais dit, je suis venue un peu comme ça, c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire de prendre connaissance des Ouais. sujets. J'avais ressenti qu'il y avait beaucoup de hasard et en fait, en refaisant le fil, j'ai toujours été très intriguée par ce vide-ordures et de me dire où est-ce que ça va et pourquoi on met autant de choses dedans. Et du coup, en voyageant, rencontrant des gens, me renseignant, lors de mes études, ensuite pendant mes stages et toutes les réflexions que j'avais sur l'impact environnemental lié à des enjeux sociaux, politiques, économiques, je trouvais que le sujet du déchet était assez fort parce que c'est très proche de notre quotidien. On jette tous des choses au quotidien, et puis ça ouvre sur plein de sujets de c'est quoi la responsabilité individuelle, c'est quoi le système dans lequel on vit, qu'est-ce qu'on achète, pourquoi, comment on l'utilise. Donc c'est un sujet que j'adore parce qu'il est à la croisée de plein d'autres sujets en fait, et ça permet de réfléchir finalement dans quel monde on vit aujourd'hui et qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer dans le monde aujourd'hui aussi. Tu le présentes presque comme un sujet un peu sexy. Je trouve ça intéressant, tu vois. On parle quand même de nos déchets et en vrai, la façon dont tu le dis, tu rends le truc vraiment très... je sais pas, c'est enthousiasmant presque de se dire j'ai envie de travailler là-dessus sur tout ce qu'on délaisse derrière nous et sur ce qu'on gaspille en amont aussi. Ouais, en fait, pour moi, vraiment, c'est pour ça qu'on parle de gaspillage et de déchets, parce que quand on pense à un déchet, on pense à quelque chose de sale, qui sent mauvais, qui s'accumule. On pense individuellement dans son quotidien, faut descendre la poubelle, c'est un effort supplémentaire, il y a des consignes de tri, on comprend pas. Mais en fait, moi, ma vision du déchet, elle est sur, comme je le disais, l'ensemble d'une vie d'un produit, et du coup, c'est un peu la face émergée de l'iceberg. Et si on se retrouve avec autant de déchets aujourd'hui, c'est aussi le monde dans lequel on vit, où il y a beaucoup de production, il y a beaucoup d'incitation à la consommation, et sans être amiche, comme on dit, en seulement quelques décennies, on a un modèle de société qui s'est développé où tout est usage unique, tout est pratique, tout est simple, mais on oublie un peu tout ce qu'il a fallu comme ressources naturelles pour produire quelque chose. Et pourtant, il y a des solutions qui se développent de plus en plus. C'est pour ça que pour moi, c'est sexy, parce que c'est une filière d'avenir et il y a plein de choses à remettre en place
la réparation, le réemploi, qui sont des solutions concrètes, qui sont possibles, alors on va en parler, qui demandent un effort à titre individuel, mais surtout un changement de paradigme au niveau de la société. Mais du coup, c'est aussi plein d'espoir. Et dans le mouvement militant dans lequel je suis, il y a plein de personnes. Alors, je suis pas naïve, hein, il y a aussi des burn-out militants et il y a aussi beaucoup de difficultés dans le quotidien. Mais c'est aussi une réflexion philosophique. C'est comment on veut tous vivre ensemble sur cette planète et comment on veut faire pour que dès le départ, on mette en place des choses pour qu'il y ait moins de déchets, justement, de notre poubelle qui pue dans la cuisine, quoi. Ce serait quoi, si tu devais noter de 0 à 10 ton niveau en zéro déchet au niveau perso? T'arriverais à me donner un... Alors, ça, c'est une question qu'on me pose C'est très vrai souvent. Et d'ailleurs, parfois, des questions... Oui. Bah, quand je suis avec des gens qui sont moins dans les mouvements militants, on me demande... si j'ai un sandwich emballé dans du plastique en face de moi et que je meurs de faim, est-ce que je vais manger le sandwich ou pas? Et on pose souvent aux militants la question de la vouloir pureté être militante. Ouais, parfaitement c'est pas du tout cohérent dans avec ce ses style-là. idées. C'est plutôt comment est-ce que tu as trouvé ça difficile, toi, de te mettre sur ces sujets? Alors, parce que tu me disais que tu es un peu imprégné de ça instinctivement, tu as travaillé là-dedans, alors qu'en fait, depuis tes 12 ans, tu as l'impression que c'est important. Mais du coup, est-ce que tu trouves une difficulté particulière dans ce mode de vie, ou est-ce que c'est quelque chose qui te paraît vraiment très, très fluide et normal? C'est plutôt dans ce sens-là, tu vois. Non, il faut pas renier que c'est un changement de comportement qui demande des efforts. Donc moi, à titre individuel, j'ai commencé en faisant des ateliers do it yourself avec des copines où on se faisait notre propre shampoing, nos propres crèmes, à partir de cire d'abeille, des emballages. Donc c'était aussi le côté collectif et un peu fun et un peu innovant d'essayer de réfléchir à comment étaient faits les produits et de manière un peu ludique. J'ai fait des sacs en vrac avec des jolis tissus et du coup j'étais contente de les amener au supermarché. Mais après, moi je fais toujours attention sur ce discours-là parce qu'il faut pas paraître l'écolo bobo qui a le temps, les moyens, l'intérêt et conscience des enjeux. Je pense que c'est très important aujourd'hui de pas nier le fait qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus pratique parce que c'est plus proche de chez soi, que parfois c'est moins cher, qu'on a plus accès à l'information pour des choses très polluantes. Donc moi, j'ai réussi pas à pas et c'est pour ça que le sujet de la pureté militante est important parce que je suis toujours pas parfaite et je pense que c'est important de le dire pour pas créer une espèce d'icône qui soit inatteignable pour 99% de la population. Mais oui, moi, mon parcours personnel, ça a été alors d'abord des objets du quotidien, de la cuisine et de la salle de bain, et puis après c'est aussi les vêtements, et puis il y a plein on peut rentrer par un bout et puis après on défile, mais à la base, effectivement, ça oblige à prendre du recul sur des habitudes de consommation qui sont très généralisées. Qui demande un certain effort, effectivement. Si on reprend un peu la base, aujourd'hui, nos déchets vont où? Combien est-ce qu'on en produit? Est-ce que tu as ces données? Oui, alors il y a beaucoup de chiffres et je ne vais pas faire toute une thèse sur ce sujet, mais d'une manière générale, on est censé réduire les déchets et on a des lois qui donnent ces trajectoires-là parce qu'on a pris conscience de l'impact environnemental de la gestion des déchets et même de la production des produits ou des emballages ou des vêtements, etc. Donc en France en particulier, on est censé réduire de 15% les déchets d'ici 2030. Okay. Et pourtant, on n'y arrive pas. On continue à augmenter les déchets. Alors, je ne vais pas rentrer dans des sujets très techniques, mais quand on parle de déchets, il y a les ordures ménagères résiduelles, les déchets ménagers assimilés. Il y a toute une catégorie de déchets. Donc là, je vais parler de déchets assez généralement. Mais du coup, on va surtout se concentrer sur les déchets des ménages, donc vraiment la poubelle du quotidien. Donc malheureusement, les déchets aujourd'hui continuent à augmenter alors que il y a quand même un consensus sur le fait que les impacts environnementaux et pas que sont dramatiques et qu'il y a un autre modèle de production qui est possible où on peut plus réparer, réemployer et du coup allonger la durée de vie d'un produit et finir avec moins de déchets à la fin. Aujourd'hui, la manière dont ils sont traités, c'est principalement en décharge ou en incinération.
Donc les décharges, c'est ce qu'on voit à ciel ouvert où en fait on va amener les déchets. Alors heureusement, il y a de plus en plus de réglementations qui permettent de limiter un peu les impacts environnementaux, mais il y a toujours beaucoup d'impacts environnementaux, notamment des émissions de méthane qui sont très polluants. Mais ça infiltre aussi la terre jusqu'aux nappes phréatiques. Enfin bref, Pollution des sols, pollution des c'est un eaux. vaste sujet, exactement, de l'air, de tout. Ça, c'est les décharges. Et là aussi, heureusement, il y a un consensus et il y a un objectif réglementaire à réduire les mises en décharge. La deuxième option, c'est l'incinération. Nous, on est très inquiets aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de lois depuis 20 ans pour créer des leviers pour réduire l'incinération parce qu'il y a eu aussi beaucoup. En fait, on utilise de l'énergie pour en créer. Alors, il y a de la pollution de l'air, il y a aussi une espèce de cendre qui résulte Le de ce mâche-fer, ouais. brûlage, c'est-à-dire exactement le mâche-fer. J'essaie d'être très pédagogique en parlant de, mais c'est bien que tu donnes les termes techniques aussi, qui est très polluant, qui est très pollué, qui va être réutilisé en sous-couche routière. Donc c'est deux modes de traitement de déchets, même si bien sûr c'est mieux qu'ils soient amenés dans ces installations-là qui, en France, sont assez réglementées, même si pour nous c'est pas du tout assez, il faudrait vraiment réduire ce qu'on met dedans. C'est mieux là plutôt que dans la nature ou dans la mer. Mais il n'empêche qu'il y a toujours des pollutions de l'air, de la terre, des sols, de l'eau, et que du coup, pour réduire tout ce qu'on met en incinération ou en décharge, il y a toute une série de solutions qui permettent de réparer, réemployer, rendre les produits plus durables, parfois aussi refuser et moins acheter ou moins vendre, qui permettent de du coup réduire tous ces impacts environnementaux de traitement des déchets. Super intéressant. Et dans ce contexte-là, c'est quoi une démarche zéro déchet? Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Euh, Là-dessus, mon expérience perso, c'est que j'ai eu beaucoup de difficultés à me mettre sur une démarche zéro déchet à titre personnel. J'ai essayé pendant longtemps. Et puis ensuite, j'ai un peu abandonné. Et puis maintenant, je reviens un peu étape par étape. Mais parce que en faisant mes premiers calculs de bilan carbone, etc., quand je regardais mes déchets, je voyais que c'était 2-3% de l'empreinte. Et je me disais, ah, attends, il y a des trucs qui sont quand même vachement plus impactants. Et en fait, c'est parce que je regardais ça via le prisme du carbone, via le prisme de l'empreinte carbone. Alors effectivement, c'était trop limité, mais du coup, c'était sans compter les autres pollutions. Et voilà, du coup, j'ai mis du temps à me dire que ça pouvait être vraiment important à bien effectuer. Mais alors, du coup, qu'est-ce que c'est une démarche zéro déchet et pourquoi est-ce qu'elle est importante? Pour rebondir sur ce que tu dis et du coup expliquer la démarche zéro déchet, c'est on le sujet déchets, on voit pas forcément le lien justement avec les différents impacts Mmh. environnementaux. Enfin, je viens de l'expliquer avec la gestion des déchets, mais encore une fois, nous, notre lutte, c'est réduire les gaspillages des ressources. Et en fait, il y a une notion très importante dans la démarche zéro déchet, c'est le sac à dos écologique. Et en fait, quand on achète par contre, par exemple, un téléphone portable, on a quelques centaines de grammes dans la main, mais en fait, pour le produire, il a fallu extraire et déplacer des tonnes de matériaux rares. Il a fallu le transporter, il a fallu le distribuer. Donc en fait, la démarche zéro déchet, c'est vraiment de repenser le fait de produire moins de déchets, c'est aussi et surtout ces actes d'achat. Et effectivement, je le disais tout à l'heure, et je comprends que parfois ce soit difficile, si c'est moins accessible, si c'est plus cher, si voilà, il faut pas non plus rentrer dans un jugement et une responsabilisation personnelle, mais il y a des pas qui peuvent être faits à titre individuel, qui permettent de repenser sa consommation et ainsi, à son échelle, réduire les déchets qui sont dans sa propre maison. Après, pour moi, la définition du zéro déchet, elle va bien au-delà de ça, et la prise de conscience individuelle par ces pratiques au quotidien est assez intéressante parce qu'on rentre dans un sujet merveilleux qui est la réduction des déchets et des gaspillages. Hem, mais aussi on se rend compte que c'est pas normal qu'aujourd'hui ça coûte moins cher d'acheter un vêtement de l'ultra fast fashion qui a été produit dans des conditions lamentables au niveau environnemental, mais aussi social, et que du coup, ça coûte 3 €, c'est beaucoup plus accessible sur internet. On cherche un moteur de recherche, on trouve ça. Ça coûte 3 € alors qu'un vêtement durable coûtera plus cher. Hem, donc
on est aussi dans un monde où on a une incitation à la consommation. Et du coup, la démarche zéro déchet pour nous, c'est aussi toute une lutte militante pour faire en sorte que les alternatives soient plus accessibles que les produits militants. Pas militants, les produits jetables, polluants. Donc du coup, pour moi, la démarche zéro déchet, c'est aussi un combat politique dans le sens noble du terme, où il y a certains produits qu'il faut interdire. Et ça, il faut une obligation au niveau français, voire européen. Il y a certains produits qu'il faut plus taxer, parce que s'ils sont plus polluants que d'autres, c'est seulement la responsabilité des producteurs. C'est le principe de pollueur-payeur dont on parle souvent. Et il y a aussi plein d'impacts financiers, parce qu'en tant que habitant, on paye une taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, au final, c'est les citoyens qui payent aussi, alors que ça devrait être les producteurs. Donc, tout ça pour dire que pour moi, le zéro déchet, c'est à la fois chacun qui juste commence par ouvrir sa poubelle, regarder ce qu'il y a dedans et réfléchir à comment il pourrait diminuer ce qu'il y a dans sa propre poubelle. Mais c'est aussi en tant que citoyen, est-ce qu'on peut aller appeler son maire et lui dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore le trait à la source des biodéchets dans ma commune? Est-ce qu'on peut pas aller voir son syndicat de traitement à côté et lui dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une ressourcerie dans laquelle je pourrais venir déposer des choses et les autres pourraient. Donc, il y a différents degrés d'implication et de militantisme, mais on a tous le pouvoir dans notre quotidien, mais aussi en tant que citoyen, de se renseigner sur les alternatives, de les promouvoir, d'inciter les gens à le faire aussi, tout en étant, et je le rappelle, pas trop culpabilisateur, parce que il faut qu'on avance tous, mais les vrais changements, ils arriveront quand il y aura aussi une offre en face qui sera plus adéquate ce qu'on appelle la hiérarchie de mode de traitement des déchets, donc à des produits moins polluants, quoi. Ouais. Tu dis que c'est aussi une responsabilité du citoyen de s'informer. Comment est-ce qu'il fait pour bien s'informer sur ce qui est à sa disposition, pour bien démarrer? Par quoi est-ce qu'il devrait ou pourrait démarrer? C'est quoi le plus simple pour essayer de démarrer une démarche zéro déchet? Là, je vais faire un peu d'auto-promo parce que du coup, On y va. nous, on a un programme qui s'appelle le Défi Rien de Neuf depuis quelques années et qu'on a vraiment pensé pour accompagner pas à pas. C'est une communauté, donc c'est aussi des gens qui s'échangent des bonnes pratiques. On peut justement commencer par un bout, donc soit les vêtements, soit réparer son vélo, enfin plein de choses. Et effectivement, ce qui peut faire peur au début quand on rentre dans la démarche zéro déchet, c'est qu'on regarde autour de soi et on se dit on a plein de produits, on a plein de plastique, par où commencer, etc. Et donc, on a vraiment voulu ça comme un parcours un peu pédagogique pour prendre les choses une par une. Et après, bon voilà, j'ai fait l'auto-promo parce que ce défi Rien de Neuf, il marche bien et qu'on a plein de bons retours et qu'on est très fiers de l'avoir lancé. Mais il y a plein d'alternatives. Les auditeuristes peuvent aller à la mairie, demander est-ce qu'il y a des Repair Café où ils peuvent aller réparer leur grille-pain ou alors en général, on commence par des petits produits comme on va pas direct aller jusqu'à la machine à laver, mais par contre la machine à laver, il y a des services aussi maintenant où on peut avoir une visio avec un réparateur. Et ça, les informations se trouvent sur Internet. Il ne faut pas hésiter à solliciter la mairie, qui est aussi redevable de services publics. Et en général, ils mettent des choses en place, même si nous, on trouve que c'est souvent pas assez. Voilà, c'est vrai que c'est pas... Moi, je prends souvent l'exemple. Je me dis, quand on cherche, on va aller à un concert, on tape sur le moteur de recherche le nom de l'artiste et sa ville, et tout de suite, on a l'information. Malheureusement, les alternatives pour réduire les déchets, elles sont aujourd'hui moins accessibles. Mais on parle pas d'un sujet de thèse de 3 ans. Il faut juste prendre ce petit temps supplémentaire. Il faut pas hésiter à interpeller les élus. Nous, on pousse vraiment nos sympathisants à faire ça parce qu'ils sont redevables. Donc, on peut demander à un député, un sénateur, un président de région ou à un maire comment je fais pour réparer à côté de chez moi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de
de consignes pour réemploi, pour que je puisse ramener la bouteille de lait, qu'elle soit lavée et que je puisse la Oui, réutiliser tout au à lieu fait. de reproduire du plastique, etc. Mon dernier questionnement, c'était sur les biodéchets. Effectivement, tu les mentionnais rapidement. Il me semble que c'est une obligation légale maintenant de pouvoir disposer de ces biodéchets séparément de ses ordures ménagères, parce que du coup, c'est aussi une des grosses parties de la pollution en incinération, parce que les biodéchets, ça fait 70% d'eau, et donc en fait, on gaspille autant d'énergie pour les cramer que ce qu'on récupère à la fin. Euh, Exactement. et en fait, aujourd'hui, vivant à Paris, j'ai pas de solution à moins de 15 minutes à pied de chez moi, parce qu'à 15 minutes à pied, il y a une friche où ils ont mis en place un compost où on peut l'amener. Mais j'ai pas de solution à moins de 15 minutes à pied de chez moi pour disposer de mes pots de banane, quoi. Mm. Donc là, ça, si tu dis, je peux envoyer un mail à la mairie en disant, bah en fait, c'est censé être fait en 2024, mais il y a aucune information, on peut pas trouver, on peut pas savoir où est-ce que ce sera. Donc c'est un peu difficile de savoir comment faire là-dessus. Ouais. Bah, sur ce sujet-là, et là encore, moment auto-promo, mais nous, on a publié un petit guide qui est sur notre site internet qui explique, qu'en fait, tous les citoyens et citoyennes, sont légitimes, à poser la question à leurs élus pour leur dire, pourquoi vous n'avez pas mis en place ce système qui effectivement aurait dû être obligatoire au 1er janvier 2024. Cette loi, elle date quand même d'il y a 8 ans. Ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités locales, manque de moyens financiers et humains, et il y a un bras de fer entre l'État et les collectivités locales, pour savoir, qui devrait payer, parce qu'effectivement, tout à l'heure on parlait de l'échelle individuelle, mais quand on parle de changement systémique, oui, ça demande un effort, ça demande des investissements, même si au final c'est plus rentable, c'est plus vertueux et c'est plus intelligent. Pour changer de système, et ben il faut se lever les manches. C'est pas ça Retrousser les l'expression, mais manches, il ouais. faut retrousser les manches, voilà. Et nous, on est vraiment très déçus. À l'échelle française, on n'y est pas du tout. Euh, Ça serait un tiers des Français qui pourraient avoir aujourd'hui un système de tri à la source, mais ça inclut dedans une personne qui d'elle-même a mis un composteur dans son jardin. Mm. Au niveau européen, on est à moins de 15%, alors que c'est une loi européenne. Et nous, on est vraiment désolée et énervée sur ce sujet parce que, comme tu l'as dit, ça a des incidences dramatiques en incinération et en décharge aussi avec le méthane que je mentionnais tout à l'heure. Et que pour le coup, les biodéchets, c'est un peu le plus facile à trier. Il y Ouais. a différents types de traitements, donc il peut y avoir différentes consignes, mais c'est quand même le plus logique. Et il y a plein d'avantages à ce que ces biodéchets retournent à la terre. Ça permet de capter du CO2, ça permet d'apporter des nutriments, ça permet enfin, par rapport on parle souvent d'économie circulaire, mais les biodéchets, c'est vraiment le flux déchets, le meilleur, en fait, qui devrait juste retourner à la terre au lieu Mm. de polluer encore. Dans une démarche zéro déchet, si on veut commencer, le plus simple, si on a accès à un compost proche de chez soi, c'est peut-être justement de commencer à faire ce tri de biodéchets. Ouais. A priori, c'est peut-être le plus simple et le plus facile à démarrer, quoi. Oui, alors après nous on incite à aller demander aux mairies ou aux intercos, après il y a tout un millefeuille des collectivités locales, mais au bout d'un moment, chaque citoyen est légitime à demander à sa mairie, si on lui répond: «C'est pas moi qui m'en occupe», des fois les gens se renvoient un peu la balle et Mm. c'est un peu plus long que prévu, mais il n'empêche que chaque citoyen et citoyenne, est tout à fait légitime de demander des comptes aux élus, sur ce qu'ils ont mis en place sur les territoires. Il y a plusieurs, manières de trier ces biodéchets. Il y a plusieurs manières de traiter les biodéchets, là, on va pas partir sur ce sujet. Enfin, je veux bien, mais ça risque de durer encore 30 minutes, mais et il y a des choses qui font débat et cetera. Mais en tout cas, pour nous, le plus important, c'est qu'on sorte tous ces biodéchets de la poubelle, qu'on va dire, grise. Et pour ça, il y a certaines collectivités, qui distribuent, 3 petits composteurs et qui disent sont qu'ils respectent la réglementation. Donc nous, on n'est pas du tout d'accord avec cette interprétation de la loi. Donc on a beaucoup discuté avec, les ministères pour, préciser ce que voulait dire cette loi. Malheureusement, on n'a pas eu de décret, mais on a quand même eu un avis. Donc là encore, c'est très technique, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand il y a une loi avec un objectif, la question c'est quelle collectivité est considérée comme respectant la loi ou pas. Et aujourd'hui, il y a encore Mm. un petit flou et nous, on en est très déçus, mais il n'empêche que chaque citoyen, citoyenne, selon les territoires, il va y avoir des villes qui vont ce qu'on appelle la collecte en porte-à-porte. Donc c'est vraiment un camion qui va prendre tous les bacs comme il fait aujourd'hui dans les différents
les différentes maisons et appartements. Parfois, c'est des points d'apport volontaires. Enfin, en tout cas, quelle que soit la technique, et là, je pense que c'est important pour les auditeurs, nous, c'est ce qu'on rappelle très souvent, et même parce qu'on est une association nationale, mais avec des groupes locaux dans 90 villes et villages en France. Et du coup, on forme beaucoup les citoyens du coup à décrypter les enjeux, que ce soit réglementaires ou environnementaux, etc., pour que eux se sentent légitimes. Et c'est aussi une force citoyenne qu'il faut pas sous-estimer pour aller demander des comptes. Il y a certaines collectivités qui essayent mais qui n'y arrivent pas. Il y en a d'autres qui essayent pas du tout. Donc on est tout à fait légitime, et c'est même notre rôle de poser des questions à des personnes qui ont été élues pour quelques années, en plus parfois sur un programme qui n'est pas tout le temps respecté, pour aller alerter un peu et sortir ces biodéchets des incinérateurs et des décharges. Toi, en tant que directrice de Zero Waste, donc, on n'a pas dit, mais du coup, tu es à la tête de Zero Waste depuis France depuis 2020. Oui. Qu'est-ce que tu as eu comme initiative peu spécifique que tu as pilotée ou que tu as envie de lancer pour promouvoir cette transition-là, notamment au niveau des politiques publiques? Il y a des initiatives spécifiques dans les bacs? On est sur 10 000 sujets en même temps. On a beaucoup travaillé récemment. Il y a eu une loi sur la fast fashion sur laquelle on a beaucoup travaillé. Et du coup, on est très contente. Je dis féminin parce qu'on est beaucoup de femmes. Vous êtes nombreuses au bureau, oui, j'ai vu. Oui. Même si, encore une fois, on représente 4000 adhérents et adhérentes et qu'il y a aussi des hommes dedans. En tout cas, on est très content et contente de cette avancée réglementaire, même si ça doit encore être voté au Sénat. Il y a tout le processus législatif. Mais en tout cas, le sujet de la fast fashion est vraiment très important parce que c'est un modèle qui est délétère pour l'environnement, pour le social, et qui incite à la surconsommation. Donc il y a ça. Les biodéchets, on vient d'en parler. Effectivement, la loi, elle est en place depuis quelques mois, et les chiffres qu'on a aujourd'hui, même le ministère dit qu'on arrivera peut-être à 60% d'ici 4 ans. Nous, du coup, on pousse vraiment pour qu'il y ait des moyens humains et financiers dans les collectivités locales pour amorcer cette transition, qui est de l'information, mais aussi une pensée vraiment en fonction des territoires, la solution à mettre en place. Après, on travaille aussi beaucoup sur le plastique. Donc nous, on a toujours, on voit les différents flux de déchets, les différents produits. Il y a deux questions. Il y a le matériau et il y a l'usage. Et c'est vrai que le plastique, on en entend beaucoup parler, et à forte raison, parce que c'est un matériau qui est catastrophique. C'est souvent issu des énergies fossiles. La moitié du plastique est à usage unique, donc parfois on va s'en servir quelques secondes, et il a fallu du coup un sac à dos écologique énorme pour produire ce plastique, et que ensuite la fin de vie va aussi être délétère. Donc ce qu'on aime bien aussi faire, c'est qu'il y a plusieurs échelles. Par exemple, sur le plastique, il y a un traité qui est en train d'être négocié à l'ONU, qu'on espère d'ici la fin de l'année. En tout cas, c'est ce qui est prévu pour réduire la pollution du plastique. Au niveau national, il y a une loi qui date de 2020 pour l'économie circulaire, mais dont on fait encore le service après-vente, qui a donné lieu à plein d'interdictions, plein de trajectoires, etc. Et du coup, on se bat aussi pour que il y ait plus d'argent pour la réparation, pour le réemploi, et du coup, c'est très lié aussi au plastique à usage unique, pour réduire le plastique à usage unique. Et au niveau local aussi, nos militants dans les territoires organisent pas mal. Alors parfois, ils vont aller titiller les maires, parfois ils vont aussi faire une kermesse zéro déchet dans une école à Strasbourg, un défi famille à Marseille, une collaboration avec des étudiants à Bordeaux, et avoir aussi une approche très ancrée au niveau des territoires local, et voir oui. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi dans notre mouvement, c'est comment croiser ces différentes échelles qui sont tout aussi nécessaires, mais qui permettent de rentrer par un autre angle pour le même combat de réduction. Je comprends la complexité des sujets quand en fait on est sur des sujets transverses, qu'on parle de biodéchets, on parle de plastique, on parle de fringues, etc. Et en même temps on parle d'une échelle européenne, nationale, territoriale, locale, etc. Donc effectivement ça fait des matrices énormes à gérer. Tu parlais du plastique, moi j'ai été disons biberonné au recyclage du plastique, parce que mon premier job, c'est que j'ai monté une boîte de recyclage d'emballages en plastique pour un gros groupe industriel qui fabriquait des emballages en plastique pour l'agroalimentaire. Ok.
Et donc moi, j'ai eu le recycle dans la tête pendant très très longtemps, en me disant que c'était fabuleux, qu'on allait boucler la boucle, etc. Et puis après, j'ai découvert la fondation Hélène MacArthur, et dedans, il y avait une initiative qui s'appelait la New Plastics Economy, dans laquelle on disait reduce, reuse. Et je me suis dit, ah tiens, effectivement, avant recycle, il y a peut-être deux autres sur lesquels il faut plancher. Et en fait, vous avez, en plus de ça, là, j'ai découvert en regardant sur votre site, il y avait 5 R. Et ceux-là, je les connaissais pas, les deux supplémentaires. Tu peux rapidement nous redire un peu ce que ça peut être pour essayer de voir un peu. C'est vraiment les différentes étapes qu'il faut privilégier au moment où on se pose la question de est-ce que ça va terminer en déchets. Tout à fait. Non, et merci pour ton témoignage parce que du coup, nous, on n'est pas contre le recyclage, mais on trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup trop de recyclage. Il y a beaucoup trop d'argent, et notamment de l'argent public. C'est ça qui nous rend fous et folles. C'est que c'est nos impôts, en fait, et qu'on va continuer à dépenser des milliards d'euros avec de l'argent public pour essayer de recycler du plastique, alors que depuis les années 50, il y a 9% du plastique qui a été recyclé, et que les industriels continuent à inventer des nouveaux types de plastique et des nouvelles couches multimatériaux d'une complexité. Enfin bref. Donc le recyclage est un mirage. Ça fait partie des solutions, mais on oublie tout le temps que alors les R, on peut en avoir 3, on peut en avoir 5, on peut en avoir 7, mais en tout cas, le R du recyclage, il arrive bien après. Quand on parle des 5, on commence par refuser. Et ça, voilà, on peut parler de sobriété, on peut parler de décroissance. Voilà, il y a beaucoup de débats autour de ça, mais il n'empêche que si on veut réduire le premier exercice sur refuser, c'est de refuser le sac plastique quand on vous le propose sur de la vente importée, par exemple. Parfois, c'est difficile parce qu'il y a une incompréhension en face, mais je trouve ça intéressant du coup à chaque fois de pousser en disant non, bah, vous allez retirer le sac plastique et vous allez le garder chez vous. Ah non, mais ce sera plus pratique pour vous. Non, vous allez le garder. Et parfois, on peut se sentir un peu seul, mais je trouve que ce refuser-là, il est simple et important. Il est très important. Et c'est le premier maillon de la chaîne. Et ça peut s'appliquer pour plein d'autres types de produits, en fait, d'où on a il y a des techniques, par exemple, la technique bisou. Est-ce qu'on a vraiment besoin de quelque chose? Est-ce que c'est immédiat? Donc, il y a plein de petits acronymes qui permettent vous pouvez aller regarder sur Internet, c'est bien mieux expliqué. Mais en tout cas, le premier refusé est très important parce que c'est aussi se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? À quoi je participe? Et est-ce que ce serait pas mieux de ne pas acquérir ce produit ou cet emballage? Ensuite, on parle, alors selon les produits, on parle de réparation, de réutilisation, de réemploi. On va les mettre un peu dans une même catégorie, mais en tout cas, ça permet d'allonger la durée de vie. Donc là, par exemple, il y a des bonus réparation enfin pour des machines à laver, pour des vêtements. Il y a quand on parle de bouteilles en verre pour réemploi au lieu des bouteilles en plastique à usage unique, etc. Ça, c'est à la fois à titre individuel si on a le choix dans un magasin entre une bouteille en verre qui va être réemployée plutôt qu'une bouteille en plastique à usage unique qui va être recyclée, il vaut mieux le réemploi du verre, même si encore certains essayent de prouver que ce n'est pas mieux, c'est mieux. Alors, il y a plein de débats sur les analyses d'impact, mais bon, bref. Et après, donc il y a le recyclé, et puis dedans, on peut aussi parler de retour à la terre, et là, on reparle des biodéchets. Effectivement, les biodéchets qui peuvent permettre, en revenant à la terre, d'avoir plein d'impacts positifs sur l'environnement. Il y a même une chanson, je crois, de Jack Johnson sur les 5 R, que vous pouvez aller écouter. Mais voilà, il y a plein d'acronymes. Jack Johnson. Ouais, je crois que c'est ça. On mettra dans la description si je retrouve le lien. Ouais. Mais effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup trop du recyclage, alors que le recyclage a ses limites techniques, opérationnelles, que ça demande aussi beaucoup d'énergie, que le recyclage, c'est aussi des usines, et qu'aujourd'hui, on arrive quand même à un moment de la société où il y a une prise de conscience qui est croissante des impacts environnementaux. Et moi, ce que j'adore dans la démarche zéro déchet, c'est qu'il y a plein d'alternatives qui sont prêtes à être développées. Et du coup, on a vraiment un modèle alternatif qui ne demande qu'à être soutenu par la fiscalité. Enfin, il y a l'offre, et du coup, et après il y a la demande. Donc, il y a effectivement chaque individu
quand on va acheter quelque chose dans un magasin, demander est-ce que je peux le ramener après, est-ce que vous pourrez le réutiliser. Il y a le rôle des collectivités locales, mais ce qui est vraiment important, c'est que toutes ces filières-là, elles existaient, elles ont disparu en quelques décennies, elles sont tout à fait réactivables. On a des objectifs réglementaires qui y vont, mais on va pas du tout assez vite, on va pas du tout assez loin, et il y a encore plein de lobbies qui ne veulent pas changer leur mode de production parce que ça leur coûte cher, voire que ça leur fera vendre moins de choses. Parce que quand on dit qu'on va réparer un vêtement, ça fait moins de ventes pour une marque de vêtements. Et du coup, nous, on se bat vraiment pour montrer que ces alternatives, elles créent de l'emploi local, elles ont moins d'impact environnementaux, elles réduisent les risques sanitaires parce que le plastique, par exemple, on sait maintenant qu'on en a dans le sang, dans les cheveux et qu'on en mange tous les jours. Voilà, je suis partie un peu loin de ta question initiale. Non, non, mais c'est super intéressant. Et d'ailleurs, il y a des marques qui commencent à très bien le faire. Des marques comme Fago, comme Patagonia, qui prônent la réparation, qui prônent le retour en magasin, etc. Et en fait, on se rend compte, effectivement, sur la partie vente, il y a probablement moins de volume. Mais en fait, ce dont les marques ont difficulté à se rendre compte, c'est que il va falloir qu'elles arrêtent d'avoir juste un business model autour de la vente, mais qu'elles aient multiples activités avec de la réparation, un coût de reverse logistique sur lesquels elles peuvent aussi marger, etc. Et qu'en fait, il y a tout un pan de business model qui reste complètement inexploré, mais qui sont activables. Ouais. Nous, on est une asso citoyenne, donc nous, notre but, c'est juste, c'est pas de créer ces modèles économiques, mais c'est de montrer qu'il y en a Ouais. et qui sont rentables, et qui sont en train de se développer, et que par contre, si d'une manière systémique, on met pas en place des choses pour que ce soit plus avantageux de faire des choses écologiques que des choses polluantes, ça va pas pouvoir se généraliser. Et c'est ça le vrai sujet aujourd'hui, c'est que on a eu quand même beaucoup de lois, et en France en particulier, en Europe en particulier. Il y a quand même une vraie prise de conscience. Nous, on le sent dans notre mouvement. Il y a de plus en plus de militants, des gens qui sont prêts à prendre leur part, mais qui veulent aussi que des autres, et en particulier les entreprises et les metteurs en marché, comme on dit, prennent leur part. Et toutes ces filières-là, elles sont prêtes à se développer, mais il faut pas que ça soit isolé, et que ça soit ouais, au péril d'autre chose, quoi. Il y a, je sais pas si ça a du sens, mais quand on parle des plus gros impacts aujourd'hui sur l'environnement, on parle beaucoup du transport et de l'énergie. Est-ce qu'il y a des principes du zéro déchet qu'on peut appliquer facilement sur ces grands secteurs? Alors, nous, du coup, on est spécialisé dans les déchets ménagers. Ok. Mais en fait, encore une fois, tout est lié, quoi. Déjà, nous, on a une vision intersectionnelle, et on veut pas. Quand on parle de biodéchets, en fait, on parle d'agriculture, on parle d'alimentation, on parle de retour à la terre. Quand on parle de gestion des déchets, c'est qu'il y a des camions, donc on veut qu'il y ait un circuit logistique qui soit le plus court possible. Donc, en termes de flux de déchets, nous, on se concentre vraiment sur les déchets des ménages, mais il y a plein de choses à faire. On touche un peu du doigt, par exemple, les déchets du BTP. C'est une catastrophe, voilà. Après, on est une petite structure, on peut pas tout faire. Et il y a déjà beaucoup de choses à faire avec les déchets qu'on a dans nos poubelles en tant que citoyens, citoyennes. Mais en tout cas, le sujet des déchets est relié à tout ça. Et encore une fois, il est souvent sous-estimé. Alors après, je dis ça, nous, on est en coalition avec plein d'autres ONG environnementales, et on pense que vraiment il faut faire front commun et pas opposer à est-ce que la priorité c'est les déchets ou l'énergie ou les transports ou manger de la viande ou quoi. Il faut aller partout parce que l'urgence écologique elle s'accélère, et qu'il faut absolument repenser les modes de société. Mais nous, à notre niveau, en tout cas, on est 10 salariés au niveau national, il y a presque 20 salariés au niveau local. On est dans des réseaux européens et internationaux, et avec seulement les quelques exemples que je t'ai donnés tout à l'heure, le plastique, la fast fashion, la réparation, les déchets électroniques, on a déjà beaucoup, beaucoup de choses à faire dans nos métiers, d'aller influencer les politiques publiques, de vérifier que la loi soit bien appliquée, d'aller informer les citoyens, d'aller accompagner les collectivités locales. Donc malheureusement, il faut faire des choix, et on peut pas aller sur les autres secteurs aujourd'hui.
Si on devait revenir à l'échelle peut-être individuelle, c'est quoi les grandes erreurs que les gens font quand ils veulent se lancer dans une démarche? Est-ce que tu aurais un top tips pour bien démarrer ou les écueils à éviter quand on veut lancer une démarche zéro déchet? Bon après c'est un peu personnel, mais déjà je vais revenir sur le sujet du recyclage. C'est faut vraiment prendre du recul par rapport à ça parce que parfois on se dit que si on met seulement dans la poubelle jaune, ben c'est pas grave, alors qu'en fait le recyclage a aussi des impacts. Moi je pense qu'il faut vraiment ouais, ouvrir sa poubelle et se renseigner des alternatives qu'il y a autour de chez soi. Ça se trouve, on n'est pas au courant, mais à Mmh. 2 rues de chez soi, il y a un endroit où on peut aller réparer son pull. Ça se trouve, normalement, les contenants, alors encore une fois, il faut pas, faut prendre en compte les différentes situations, mais il y a enfin, aller au marché avec des tissus des sacs en tissu, c'est faisable, c'est pas trop lourd. Donc je pense que les conseils individuels, pour moi, c'est vraiment regarder ce qu'il y a à côté de chez soi, demander aux commerçants, demander à la mairie. Mmh. Et on peut commencer par acheter un téléphone portable reconditionné, comme par amener des sacs dans un supermarché, comme par s'inscrire à un atelier pour faire un shampoing zéro déchet, heu, comme aussi pas que des actes de consommation, mais commencer à se renseigner. Alors autopromo bien sûr, aller sur le site de Zero Waste France ou du Défi Rien de Neuf pour comprendre un peu les enjeux de la réduction des déchets. Heu, mais il y a aussi plein de conférences qui sont faites, alors selon là où on habite, mais il y a quand même une mouvance de tiers-lieux avec des événements, avec des ateliers participatifs qui permettent aussi de prendre de la hauteur sur les enjeux et qui, en règle générale, sont très bien faites pour pas non plus. On parle beaucoup d'éco-anxiété et pour nous, vraiment, le but, Mmh. c'est de favoriser la prise de conscience et directement après le passage à l'action. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas une manière de rentrer dans la démarche zéro déchet. Euh, Moi, par exemple, récemment, il y a quelqu'un Ouais. qui me disait qu'il était zéro déchet jusqu'à ce qu'il ait un enfant et après il a utilisé des couches jetables parce qu'il n'arrivait pas à utiliser des couches lavables. Heu, Moi, ça m'a beaucoup peinée parce que en fait, c'est une personne que je considère être zéro déchet parce que elle a une vision du monde qui aspire à ce qu'on réduise les déchets. Mais par contre, à titre individuel, pendant un moment dans sa vie, il a pas réussi. Il y avait pas une solution accessible, pratique et pas chère. Mais pour moi, ça veut pas dire que cette personne n'est pas zéro déchet. Donc c'est un chemin vraiment, il faut à chacun de regarder ce qu'il y a chez soi, ce qu'il y a dans sa poubelle, de se dire: «Est-ce que je vais aller dans une friperie? Est-ce que je vais réparer mon grille-pain?» De se renseigner, de s'informer, de rejoindre des collectifs. Ça aussi, c'est très fort et ça aide énormément et que ce soit le réseau Zero Waste ou Mmh. d'autres, ça apporte aussi beaucoup d'espoir et de gaieté dans cette lutte qui parfois est aussi très difficile. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Il y a, pour continuer la promo, il y a 2 outils que j'ai utilisés sur votre site et que j'ai trouvé super. C'est une carte qui map des points autour de chez soi qui peuvent être des endroits où on peut ou alors faire réparer, ou alors poser des déchets, ou alors acheter en vrac, ou alors etc. Donc il y a tout un petit écosystème qui est inséré dans une map qui est très lisible. Et le deuxième, c'est un MOOC que vous avez fait en partenariat avec l'association des Colibris, qui était déjà passé sur le podcast il y a un moment, pour un épisode du podcaston d'ailleurs l'année dernière aussi. Et en fait, c'est un MOOC qui est gratuit. Alors, je vous conseille quand même de faire un don à Zero Waste, ils ont mis beaucoup de temps et d'énergie dans ce MOOC. Mais voilà, il est accessible de façon libre en ligne, et c'est une formation en e-learning sur qu'est-ce que sont les déchets, où est-ce que ça va, comment est-ce qu'on fait pour commencer à se mettre dans une démarche zéro déchet avec les 5 R dont on a parlé. Dans quel ordre, pourquoi est-ce que c'est important, et du coup faire ce bilan du gaspillage et des déchets qu'on produit. Et j'ai trouvé ça super intéressant de suivre ce parcours. Donc je vous le recommande, et je vous mettrai le lien dans la description aussi. Merci pour la recommandation et merci pour l'appel à dons. Il y a un vrai sujet des ressources des associations aujourd'hui. Enfin, il y a moins d'accès aux subventions. Nous, on dépend, la moitié de notre budget, c'est des dons de particuliers. On voit avec l'inflation et on le comprend que certaines personnes ne sont plus en mesure de donner.
Mais c'est vrai que dans les structures d'intérêt général, aujourd'hui, il y a un vrai sujet comment on fait pour avoir assez de ressources humaines et financières et sans rentrer dans une version caricaturale. Oui, en face de nous, il y a des lobbies qui défendent des intérêts. Et quand c'est du David contre Goliath à dire, nous, en fait, cette loi, il faut qu'elle soit plus ambitieuse. Nous, en fait, cette loi, elle n'est pas respectée. Nous, en fait, regardez, là-bas, ils y arrivent et avoir toujours le bâton et la carotte. C'est un travail quand même assez titanesque. Et en plus, c'est défiscalisable. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Écoute, merci beaucoup Juliette pour ce moment passé avec toi. J'espère que ça a donné un certain nombre d'idées à nos auditeurs pour entamer une démarche zéro déchet. C'est pas si compliqué finalement de démarrer, je pense. Peut-être que ce qui est plus compliqué, et là vous me le direz dans les commentaires, vous m'enverrez des messages, c'est de maintenir dans la durée quand on n'est pas accompagné. Voilà, l'idée là, c'est vraiment qu'on puisse tous ensemble se dire ok, on fait un exercice, on va se mettre. Alors, Juliette a cité pas mal d'exemples de ce par quoi on peut commencer. Donc, je vous conseille d'en choisir 1, 2, 3, et puis de démarrer avec ça. Et puis vous me tenez au courant et vous me dites comment ça se passe pour vous, si vous trouvez ça difficile, et puis on pourra en discuter. Merci en tout cas Juliette d'être passée au micro du Big Shift. Merci avec grand plaisir. Merci au Podcaston de soutenir toutes ces associations en les mettant en avant. Vous pourrez retrouver l'épisode de The Big Shift aussi sur le site du Podcaston qui est animé par Altrui. Donc on les remercie aussi. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Ciao. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.